En ouvrant les yeux, la première chose que je remarquai fut l'odeur. Ce n'était pas l'eau de Cologne de Michael, c'était quelque chose de plus intense, d'inconnu, un parfum de bois de cèdre mêlé à une note de lessive que je ne reconnaissais pas. Je clignai des paupières, tentant de m'habituer à la lumière du matin filtrant à travers les stores à demi fermés, et, par réflexe, je me tournai vers la gauche, m'attendant à voir les cheveux en bataille de mon mari, et le lent mouvement de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Mais ce que je vis me glaça. Un inconnu était dans mon lit. Il dormait paisiblement du côté de Michael, sur son oreiller. Pendant quelques secondes, j'eus du mal à respirer. Je fixai l'homme, incapable de bouger, incapable de prononcer un mot. Cheveux noirs, mâchoire marquée, barbe de quelques jours, probablement dans la trentaine. Certainement pas Michael. Mon esprit cherchait désespérément une explication. Était-ce un rêve étrange? M'étais-je trompé d'appartement après une garde de 12 heures aux soins intensifs? Lentement, avec précaution, je commençai à me reculer, me rapprochant du bord du lit, mais il bougea soudain, fronça les sourcils et ouvrit les yeux. Des yeux gris acier, vifs et confus. Nos regards se croisèrent pendant une longue seconde oppressante. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque encore chargée de sommeil, mais sans agressivité. « C'est moi qui devrais vous poser la question, murmurai-je en serrant la couverture contre ma poitrine. Pourquoi êtes-vous dans mon lit, dans mon appartement? Il se redressa brusquement, surpris, observant la pièce autour de lui. Votre appartement? Mais j'habite ici, répondit-il en fronçant les sourcils. Je suis rentré d'un voyage d'affaires tard hier soir. C'est chez moi. Je secouai violemment la tête. Non, mon mari et moi vivions ici depuis 6 mois. Nous avions un bail, c'était notre maison. Tenant toujours le drap autour de moi, je sortis du lit, les jambes à peine solides. L'homme, qui se présenta rapidement comme Andrew Foster, me suivit dans le couloir et me montra le salon. « Écoutez, je n'essaie pas de vous effrayer, dit-il calmement, mais j'ai les titres de propriété. J'ai acheté cet appartement il y a 3 ans. » Il fouilla dans un tiroir et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des papiers officiels avec sceau, signature et date. Son nom, l'adresse, tout correspondait. « Non, ce n'est pas possible, murmurai-je en feuilletant les pages d'une main tremblante. Nous avions loué cet appartement par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Nous avions versé un acompte et payé le 1er mois de loyer. C'est mon mari qui avait tout signé. « Puis-je voir ce bail » demanda-t-il. La nausée au ventre, j'acquiesçai et récupérai le dossier jaune que nous gardions dans le tiroir du haut de la commode. Je le lui tendis et l'observai parcourir les pages du regard. Son expression changea. La confusion fit place à l'inquiétude. « C'est un faux, dit-il lentement. Et même pas un bon. Je n'ai jamais autorisé qui que ce soit à louer cet appartement. Je suis parti travailler à Dallas pendant 6 mois. Je ne suis rentré qu'hier soir. » Je m'assis au bord du canapé, l'esprit en tumulte. Rien n'avait de sens. Où était Michael? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Je pris mon téléphone et l'appelai. Pas de réponse. Je recommençai. Messagerie. Michael décrochait toujours. Même en réunion, il envoyait au moins un message. Mon cœur s'emballa. Quelque chose n'allait pas. « Il faut que je le rappelle, murmurai-je en composant le numéro avec des doigts tremblants. Andrew se détourna vers la fenêtre pour me laisser un peu d'intimité, mais c'était encore la messagerie. « Il ne répond pas, dis-je d'une voix brisée. Il répond toujours, toujours. » Je me levai et me dirigeai vers le placard de la chambre, je l'ouvris brusquement et restai figé. Les costumes de Michael, ses cravates, ses chemises soigneusement repassées, tout était encore là. Mais Andrew se plaça à mes côtés et ouvrit l'autre moitié du placard. « Ça, dit-il lentement en désignant du doigt, ça ne m'appartient pas. Et mes affaires, elles, ont toutes disparu. » Je fixai le blazer bleu marine familier que Michael portait pour ses réunions importantes. La cravate rayée que je lui avais offerte pour notre anniversaire. Comment cela était-il possible? Mon mari, en qui j'avais confiance, vivait dans un appartement volé. Andrew sortit son téléphone et passa un appel. « Roman, c'est Andrew. Sais-tu si quelqu'un a utilisé mon appartement durant mon absence ?» Il marqua une pause, écoutant. « Il y a 3 mois,
Un homme a emménagé et m'a dit qu'il avait acheté l'appartement. Il me regarda. A-t-il donné son nom? Un silence, puis Michael Rousseau. Merci. Je me laissai tomber au sol, le dos contre le mur froid. Ce nom me frappa comme une pierre. C'était mon mari, Michael. Et pour la première fois, je sentis tout le poids de ce qui se révélait. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison. Je restai immobile une dizaine de minutes, fixant le mur, le corps engourdi. Tout semblait irréel. La chaleur de la veille, la familiarité de notre maison, tout n'était qu'un mensonge. L'estomac noué, je me forçai à me lever et à retourner dans la chambre. J'ouvris chaque tiroir, chaque armoire. Les affaires de Michael étaient là, mais seulement les moins importantes. Quelques chemises, des chaussettes, un flacon d'eau de Cologne à moitié vide. Son ordinateur portable avait disparu. Son passeport aussi. Les cartes de crédit, les relevés bancaires, les dossiers, tout avait disparu. L'essentiel n'était plus là. J'ouvris la table de chevet de son côté du lit, et c'est là que je le vis. Un simple dossier noir, coincé au fond, dissimulé sous de vieux reçus. Je le sortis, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents étranges, de faux baux, des photocopies de cartes d'identité, avec différents noms. Aucun n'était le sien, mais le visage était toujours le même. Des photos retouchées de Michael, avec des coiffures différentes, une barbe changée, des détails modifiés. Qu'est-ce que c'était? Il y avait aussi des photos de clés, des plans d'appartements, des notes griffonnées de sa main, des pseudonymes, des emplois du temps, des dates. Mes doigts devinrent glacés. « Andrew !» appelai-je d'une voix à peine audible. Il entra, et en voyant ce que je tenais, son visage s'assombrit. Nous nous assîmes sur le bord du lit. J'étalai le contenu du dossier sur la couette. « Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. » Andrew prit un document, le lut en silence, puis leva les yeux vers moi. Il ne se contente pas de squatter. Il fait ça depuis longtemps. C'est un système. Il a pris plusieurs identités, loué ou utilisé différents lieux sous de faux noms. Et, à en juger par ce que je vois, il est habile. Mes mains se crispèrent sur mes tempes. J'essayais de respirer, mais chaque inspiration me faisait mal. « Michael est agent immobilier, murmurai-je. Il connaît le secteur, la paperasse, le langage. Il parlait toujours de trouver la bonne affaire. Je croyais que c'était juste une passion pour son travail. Je ne savais pas qu'il l'était. » Un coup à la porte me fit sursauter. Andrew regarda par le judas. « Un voisin, dit-il. » Il ouvrit la porte. Une femme âgée, au regard bienveillant, se tenait là. « Andy, te voilà de retour, dit-elle avec un sourire surpris. Je croyais que tu étais encore au Texas. Je suis arrivée hier soir, répondit Andrew. Voici Maria. Elle vit ici. On peut vous poser une question? La femme me jeta un regard curieux, mêlé d'inquiétude. Bien sûr, ma chère. Vous souvenez-vous de l'homme qui a emménagé de l'autre côté du couloir il y a environ 3 mois? Un homme dans la trentaine, cheveux bruns, qui disait avoir acheté l'appartement. Ah oui, répondit-elle en hochant la tête. Cet homme poli m'avait dit qu'il venait de conclure l'achat. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré aussi sa femme. J'imagine que j'ai esquissé un faible signe de tête. L'avez-vous vu récemment? Demanda Andrew. Elle fronça les sourcils en réfléchissant. Pas cette semaine, mais il y a 2 nuits, je l'ai vu avec un énorme sac de sport. On aurait dit qu'il partait en voyage. Vers minuit, peut-être 2 heures du matin. Je compris aussitôt. Cette nuit-là, j'avais enchaîné une double garde à l'hôpital. On m'avait demandé de remplacer un collègue malade. Je n'étais pas rentrée avant 2 heures du matin. Il avait attendu que je sois partie pour être sûr que je ne rentrerais pas plus tôt. Tout avait été planifié. Dès que la voisine eut fini de parler, je me tournai vers Andrew, la voix tremblante. Il connaissait parfaitement mon emploi du temps. Il me demandait toujours mes horaires, de jour, de nuit, de week-end. Je croyais que c'était par attention, mais je vois maintenant. Le visage d'Andrew s'assombrit. Il avait planifié chaque chose à la minute près. Ce sac de sport contenait probablement tout ce qu'il ne voulait pas laisser derrière lui. Andrew s'assit à côté de moi. « Maria, il faut affronter la vérité. Ton mari ne se cache pas seulement, il fuit. » Fuir quoi? Qui? Ou ce qu'il a fait?
Je hochai lentement la tête, l'engourdissement laissant place à une peur profonde et brûlante. L'homme que j'avais épousé, la vie que nous avions construite, n'avait peut-être jamais existé. Et si c'était vrai, sur quoi d'autre avait-il menti? Je ne me souviens pas d'être allée à la cuisine. Mon corps bougeait seul, mon esprit oscillant entre choc et incrédulité. Je m'agrippais au plan de travail juste pour rester debout. Le monde entier semblait flou. L'appartement, celui que j'avais appelé notre foyer pendant 6 mois, paraissait soudain étranger, comme un décor de cinéma abandonné après le tournage. Je sortis mon téléphone et fixai le nom de Michael dans mes contacts. Je ne composais pas. Je restais à le regarder, espérant qu'il m'appellerait lui, qu'il me dise que c'était un malentendu, qu'il rentrait à la maison. Mais au fond, je savais que non. Une pensée surgit, brutale et terrifiante. Nos économies. Le compte que nous avions rempli dollar après dollar, mois après mois, pendant 5 ans. Le compte censé servir d'apport pour acheter une maison. J'ouvris mon application bancaire, les mains tremblantes, et cessai de respirer. Solde, 0. Je clignai des yeux, vérifiai encore. Cela devait être une erreur. Je fis défiler l'historique des transactions. 3 jours plus tôt, retrait total. Je serrai le téléphone contre ma poitrine, le visage vidé de toute couleur. Mes genoux cédèrent et je m'effondrai au sol. Il a tout pris, murmurai-je. Il a vidé notre compte. Andrew s'accroupit près de moi. Combien? Demanda-t-il doucement. Je peinai à prononcer les mots. 200 000 dollars. C'était toutes nos économies. Andrew se redressa, la mâchoire crispée. Maintenant tout s'explique, marmonna-t-il. Il ne voulait pas seulement vivre sans payer de loyer. Il préparait sa fuite, l'appartement, les faux papiers, ton argent. Tout faisait partie du même plan. Je fermai les yeux, tentant de retenir mes larmes. Comment avais-je pu ne rien voir? J'étais infirmière, formée à reconnaître les signes de détresse, les changements de comportement. Je travaillais en traumatologie, bon sang, et je n'avais pas vu que l'homme avec qui j'avais vécu 5 ans me mentait. Andrew resta silencieux. Il me tendit un verre d'eau. Nous avons tous des angles morts avec ceux que nous aimons, dit-il doucement. Tu n'as pas ignoré les signaux. Tu lui faisais confiance. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ça, l'amour. Mais ça ne ressemblait plus à de l'amour. C'était une illusion parfaitement peinte, façonnée par un maître manipulateur. Je dois aller à la police, déclarai-je d'une voix plus ferme. Je ne sais pas encore quoi dire, mais je ne peux pas rester là. Il t'a volé. Il m'a volé. Il a sûrement fait ça à d'autres. Andrew acquiesça. Je viens avec toi. Nous arrivâmes au commissariat juste avant midi. L'air sentait le vieux café et l'eau de Cologne bon marché. L'agent d'accueil nous lança un regard las et nous demanda d'attendre. Je m'assis sur une chaise dure contre le mur, les doigts crispés à m'en faire mal. J'avais l'impression d'être une criminelle, simplement en étant là, même si j'étais la victime. Quelques minutes plus tard, une femme en civil s'approcha, la quarantaine, regard perçant, voix ferme. Inspectrice Carla Bennett, se présenta-t-elle. Je m'occupe des fraudes financières et immobilières. J'ai compris que vous souhaitiez déposer plainte. Je hochai la tête et la suivis dans un petit bureau encombré. Stores baissés, affiche de recherche au mur, léger bourdonnement d'un ventilateur. Elle alluma un enregistreur et m'invita à commencer. Prenez votre temps, commencez par le début. Alors je racontai tout. Ma rencontre avec Michael au café près de l'hôpital, notre emménagement, nos 5 ans de mariage, la façon dont il m'avait convaincu que cet appartement était une excellente affaire grâce à un ami agent immobilier, et comment je lui avais tout confié. Quand j'eus fini, elle s'adossa à son fauteuil. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Mais votre affaire échappe d'une précision exceptionnelle. Quelqu'un comme lui n'agit pas seul. Dans ce type de stratagème, il y a toujours plusieurs intervenants. L'un repère le bien vacant, un autre falsifie les papiers, un autre encore attire la victime. La victime, c'était moi, murmurai-je. Juste une opportunité pour lui. Elle ne protesta pas. Andrew sortit son téléphone et lui montra les photos des faux baux, les identités falsifiées, les notes manuscrites. L'inspectrice fronça les sourcils. Ils ont l'air professionnels. Vous avez eu de la chance de tomber dessus. Je ne me sentais pas chanceuse.
juste vidé. Elle plongea son regard dans le mien. Pour l'instant, tout indique que vous êtes une victime. Mais nous devrons tout vérifier. Signature, entretien, relevé financier. Ce sera long. J'hochai la tête. Je veux juste la vérité. Elle marqua une pause. Il pourrait chercher à vous recontacter. Si c'est le cas, prévenez-nous immédiatement. N'intervenez pas. En quittant le commissariat, une étrange clarté m'envahit. Pas la paix, mais cette lucidité qui survient après la tempête, quand tout est détruit et qu'il ne reste plus qu'à regarder les ruines. Et dans ces ruines, il ne restait que moi. J'étais encore en train de digérer mes paroles au détective quand mon téléphone vibra. Numéro inconnu, indicatif de Chicago. Je me figeai une seconde, puis je décrochai. Maria, dit une voix calme, trop calme. C'est moi, Michael. Un frisson me parcourut. Pas parce que c'était étrange, mais parce que ça sonnait normal, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas disparu, volé toutes nos économies et laissé ma vie s'écrouler. Où es-tu ? Lançai-je en arpentant le trottoir devant la gare. Qu'est-ce qui se passe, Michael ? Pourquoi tu n'es pas là ? Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone ? J'ai dû partir, il y a eu un problème professionnel, je ne voulais pas t'inquiéter. Arrête de me mentir, sifflai-je. Le vrai propriétaire est revenu. On a tout découvert. Le faux bail, l'argent disparu. Ton travail ? Tu as démissionné il y a un mois. Ne m'insulte pas en faisant semblant. Un long silence s'installa. Enfin, je peux t'expliquer, Maria, mais pas au téléphone. Ne fais rien de stupide, d'accord ? Ne parle à personne. N'appelle pas la police. Je vais arranger ça. Je rentre bientôt. Il le dit comme une promesse, comme s'il avait encore le droit de promettre. Ne pas appeler la police, répétai-je, incrédule. Tu es sérieux ? C'est la première chose que j'ai faite. Sa voix changea. La chaleur disparut. Maria, dit-il d'une voix plus basse, plus dure, je suis sérieux. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Alors dis-moi, lançai-je, défiant, dis-moi qui tu es. Parce qu'évidemment, depuis 5 ans, je dors à côté d'un inconnu. Le lion était mort. Je restais figé, les yeux rivés à l'écran, le cœur battant à tout rompre. Il sait, murmurai-je quand Andrew me rejoignit. Il sait que tu es revenu. Il sait qu'on est allé à la police. Il m'a dit de ne parler à personne, de ne rien faire de stupide. Le visage d'Andrew se durcit. Alors, il faut agir vite. Cette nuit-là, nous avons vérifié tous les documents, fait des copies de tout ce que nous avions trouvé et sauvegardé l'ensemble dans le cloud. Chaque détail, chaque nom, chaque adresse. C'était comme monter un dossier contre un fantôme. Je commençais à peine à m'assoupir sur le canapé d'Andrew, emmitouflé dans une couverture, quand la sonnette retentit. Mon cœur bondit. Andrew se figea, éteignit la musique et se dirigea prudemment vers le Judas. Puis il recula. « C'est lui, dit-il. » Mon sang se glaça. « Michael ?» Il hocha la tête. Il tenait un bouquet de fleurs. Bien sûr, toujours la mise en scène. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmurai-je. « On n'ouvre pas cette porte, répondit Andrew d'une voix ferme, quoi qu'il arrive. » La sonnette retentit de nouveau, puis une seconde fois, plus longuement, plus impatiemment. Puis des coups frappés, et sa voix. « Maria, je sais que tu es là. Ouvre la porte, j'ai besoin de te parler. » Je m'avançai vers la porte, les jambes tremblantes, sans répondre. Sa voix monta, plus insistante. « Arrête tes bêtises, c'est ridicule, je peux tout expliquer. » J'eus presque un rire amer. « M'expliquer quoi ? Comment on explique 5 ans de mensonges, Michael ?» demandai-je derrière la porte. « Comment comptes-tu expliquer le faux bail, l'argent volé, la double vie ?» Silence. Puis sa voix changea, tombant le masque. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Ouvre cette foutue porte, Maria, maintenant, avant que les choses n'empirent. » Andrew s'avança. « Si tu ne pars pas tout de suite, dit-il d'une voix forte, j'appelle la police. » La réaction de Michael fut immédiate, brutale. « Et vous, qui êtes-vous » s'écria-t-il. « Vous croyez savoir ce qui se passe ici ? Vous ne savez rien. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. »« C'est ma propriété, répliqua Andrew froidement, et Maria ne te regarde plus. »« Vous allez le regretter, grogna Michael, tous les deux. Puis, des pas lourds et rapides.
La porte de l'immeuble claqua. Je m'effondrai contre le mur, le souffle court. Il m'a menacée, murmurai-je. Mon mari m'a vraiment menacée. Andrew resta silencieux un instant, puis posa une main sur mon épaule. Non, il menaçait une femme qu'il ne contrôle plus. C'est différent. Et, d'une certaine manière, cela changeait tout. Je ne dormis pas de la nuit. Pas vraiment. J'étais allongée sur le canapé du salon d'Andrew, emmitouflée dans une couverture moelleuse, à écouter le bourdonnement lointain de la ville et le sifflement occasionnel des pneus sur la chaussée mouillée. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque passage de phare me serrait l'estomac. Ce n'était pas la peur de la violence. C'était la peur d'affronter la vérité. J'avais perdu 5 ans de ma vie avec un homme qui n'avait jamais existé. Le lendemain matin, Andrew m'apporta du café, comme la veille. Il ne me demanda pas comment j'avais dormi. Il n'essaya pas de meubler. Il s'assit simplement à côté de moi, à la table de la cuisine, et se servit une deuxième tasse. Cette gentillesse discrète, constante, valait plus que n'importe quel mot de réconfort. Au bout de quelques minutes, il leva les yeux et demanda doucement : « Comment était Michael au début ? » Je ne sus que répondre. Un instant, je craignis que le simple fait de me souvenir de lui ne lui rende du pouvoir. Puis, je me forçai. « Il était charmant, » dis-je lentement. Pas tape à l'œil, juste chaleureux, attentionné. Il se souvenait de chaque détail, ma musique préférée, mes horaires, la façon dont je prenais mon café. Il disait être impressionné par mon travail, par la manière dont je prenais soin des patients, par mon calme aux urgences. Je pensais que c'était de l'amour. Je croyais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait. Andrew hocha pensivement la tête. Peut-être, ou peut-être avait-il surtout vu en toi quelque chose qui pouvait lui être utile. Cela me blessa plus que prévu. Je me sens tellement stupide, murmurai-je. Comment n'ai-je pas vu ce qu'il faisait ? Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Tu n'étais pas aveugle, répondit Andrew. Tu étais engagé. Ça n'a rien à voir. Il a joué un rôle, Maria. Il t'a étudié, tes habitudes, tes vulnérabilités. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Je détournai le regard, clignant des yeux pour repousser la douleur. Nous avions un compte d'épargne commun, repris-je après une pause. Du moins, c'est ce que je croyais. En réalité, je ne faisais que verser de l'argent sur un compte qu'il contrôlait entièrement. Il m'avait dit que ce serait plus simple, plus efficace pour planifier à long terme. Je n'ai même pas remis ça en question. Il m'a fait croire que je n'en avais pas besoin. Andrew ne me lança pas de « je te l'avais bien dit ». Il n'en avait pas besoin. La honte m'écrasait déjà. Mais il ajouta doucement : « Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Il n'y a pas de honte à avoir. Il faut faire son deuil. » Cette expression me toucha profondément, car c'était bien un deuil. Pas seulement pour l'argent, l'appartement ou même la trahison. Je faisais le deuil de la vie que je croyais avoir, de l'homme que je croyais connaître. Plus tard dans l'après-midi, nous fîmes le tour du pâté de maison, juste pour prendre l'air. Le ciel avait la couleur de la cendre, et le vent portait une odeur de pluie et de fumée lointaine. Tout semblait gris, terne comme mes pensées, mais marcher, aider. Parler aussi. Nous nous arrêtâmes à la boulangerie du coin. Andrew nous acheta 2 croissants encore chauds et insista pour que j'en mange au moins la moitié. Je n'avais pas beaucoup d'appétit, mais je me forçai. La croûte feuilletée, la texture beurrée me rappelèrent les dimanches matins d'avant l'effondrement. « Tu en as parlé à quelqu'un d'autre » demanda-t-il alors que nous étions assis sur un banc à côté. « Des amis ? De la famille ?» Je secouai la tête. Je ne sais même pas quoi dire. « Salut, il s'avère que mon mari est un arnaqueur et que je vis chez un inconnu depuis 6 mois. Il me prendrait pour folle. »« Peut-être, » dit-il avec un léger sourire. « Ou peut-être te verrait-il comme une survivante. » Ce mot s'installa dans ma poitrine comme une braise. Survivante, pas victime, pas idiote, pas épouse d'un imposteur. Survivante. Le soir, alors que j'aidais Andrew à préparer le dîner, de simples pâtes à la sauce marinara et des épinards hachés, je pris conscience d'une chose étrange. Malgré tout, je ne me sentais pas intrusive, pas une invitée. Sa maison ne ressemblait pas à un endroit où je me posais par défaut. Elle me semblait sûre. Après le dîner, nous nous assîmes au salon pour du thé. Un jazz doux flottait en arrière-plan. Pour la première fois depuis des jours,
Mon corps se détendit. Andrew, dis-je en me tournant vers lui, merci pour tout. Tu n'étais pas obligé de m'aider. Tu aurais pu me mettre dehors et me laisser gérer ça seul. Je ne suis pas ce genre de personne, répondit-il simplement, et je ne pense pas que tu doives être seul en ce moment. Dans sa voix, aucune arrière-pensée, aucune attente, juste une compréhension silencieuse et peut-être quelque chose de plus profond, en suspens. Mais aucun de nous ne se précipita. Pas ce soir. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je m'autorisais à espérer. L'inspectrice Bennett m'avait dit 2 jours plus tôt que le filet se resserrait. Les pseudonymes de Michael correspondaient à plusieurs affaires ouvertes dans plusieurs États. L'un de ses contacts au FBI avait même mentionné des images de surveillance le montrant dans une autre propriété, à Denver. Cette nuit-là, je restais éveillée à me demander s'il disparaîtrait complètement ou s'il reviendrait en rampant, tel un homme sans abri. Je le revis 3 jours plus tard. Je revenais tout juste de l'hôpital, après avoir rencontré les ressources humaines pour déposer une demande de congé prolongé. L'air extérieur, froid et âcre, traversait mon manteau. Je ne pensais qu'à monter et à me glisser au chaud dans l'appartement d'Andrew. Mais en arrivant sur le perron de l'immeuble, je le vis, Michael. Il était assis sur les marches en béton, comme un homme sans espoir. Ses vêtements étaient froissés, son visage mal rasé, ses yeux injectés de sang. Le sourire confiant qu'il portait autrefois comme une armure avait disparu. À sa place, une expression brute, presque pitoyable. « Maria, dit-il en se levant dès qu'il me vit, Dieu merci, je ne dis pas un mot, je n'avais pas la force de crier, je le fixais simplement. J'attends ici depuis des heures, dit-il d'une voix brisée. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Il regarda nerveusement autour de lui, comme s'il attendait quelqu'un d'autre. J'ai fait une erreur. D'accord, j'ai pris de mauvaises décisions, mais ce n'était pas à cause de toi. Je n'ai pas fait ça pour te blesser. Tu nous as volé notre argent, dis-je d'une voix neutre. Tu as falsifié un bail, prétendu être propriétaire de l'appartement, disparu pendant des jours et menacé quand je n'ai pas ouvert la porte. Alors ne me dis pas que ce n'était pas à cause de moi. Il se passa la main dans les cheveux. Je ne savais pas comment arranger ça. Je dois de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a des gens... Ils sont dangereux. Je pensais pouvoir prendre les devants avant que la situation n'empire. Combien ? Il hésita. 1,5 million. Je clignai des yeux. Le chiffre me semblait irréel. J'eus un petit rire amer. Donc tu as monté toute une arnaque immobilière pour rembourser des dettes de jeu. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, dit-il vite. Ça a commencé petit, quelques paris, de petits prêts, et puis je n'ai plus su m'arrêter. Quand j'ai vu l'opportunité, l'appartement, l'accès, je me suis dit que si je réussissais un gros coup, je pourrais les rembourser et revenir, comme si de rien n'était. Je reculai en secouant la tête. Tu m'as utilisé. Tu as utilisé notre mariage, mon travail, mes revenus. Tu m'as fait croire que nous construisions une vie ensemble. Et pendant tout ce temps, tu jouais une comédie en montant une opération criminelle dans mon dos. Je ne voulais pas te mêler à ça, dit-il, la voix exaspérée. C'est pour ça que j'ai essayé de gérer ça seul. Tu as vidé le compte épargne, dis-je, celui qu'on avait ouvert ensemble. Ce n'était pas gérer la situation, c'était de la trahison. Il avait l'air désespéré maintenant. Ses yeux scrutaient là que les miens, cherchant quelque chose. Peut-être de la sympathie, peut-être une permission. J'ai besoin d'aide, murmura-t-il. Si je ne les rembourse pas, ils s'en prendront à moi. À toi ? Et voilà, la menace déguisée en inquiétude. Laisse-moi deviner, dis-je les bras croisés. Tu veux que je contracte un prêt ? Utiliser mon salaire d'infirmière pour te sortir de ce que tu as choisi de faire. Juste pour l'instant, implora-t-il. Juste le temps de me remettre sur pied. Je trouverai un vrai travail. Je vais arranger les choses. S'il te plaît, Maria, on était bien ensemble, non ? Je le fixai longuement, lourd de sens. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé, dis-je enfin. Tu ne l'as peut-être jamais été. Je me tournai vers la porte, il me saisit le bras. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ce contact me glaça. Je retirai mon bras. Tu l'as déjà fait, dis-je froidement, je choisis seulement d'empêcher que ça continue.
Andrew ouvrit la porte à ce moment-là, sentant que quelque chose n'allait pas. Il nous regarda, la mâchoire serrée. « Tu dois partir, dit-il à Michael. « Allons, protesta Michael, en se hérissant. C'est entre moi et ma femme. Ex-femme, corrigeai-je, bientôt. Michael me fusilla du regard, livide. Tu crois qu'il va te sauver? Il ignore le danger qui t'attend. Ce n'est pas moi qui ai invité le danger dans ma vie, dis-je, c'est toi, et je ne le laisserai plus jamais s'y immiscer. Il resta planté là une seconde de plus, les poings serrés, le souffle court, puis se retourna et s'éloigna, disparaissant sur le trottoir comme une ombre, abandonnant enfin sa forme humaine. De retour à l'intérieur, je m'effondrai sur une chaise et enfouis mon visage dans mes mains. « Est-ce que j'ai bien fait ?» murmurai-je. Andrew s'accroupit devant moi. « Oui, absolument. Et s'il disait la vérité? Et si ces gens venaient le chercher, lui et moi? Alors on retourne voir la police. On reste lucide et on ne cède pas à la peur. » Je l'observais, son calme, sa présence assurée, et, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentis plus seule. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans la salle d'audience. Michael ne me regarda pas quand on l'amena. Son costume était froissé, son visage émacié. Je l'observais, les yeux fixés au sol, les mains jointes, crispées. Il avait l'air d'un homme qui s'effondre. Et, en vérité, c'est ce qu'il était. L'enquête avait progressé rapidement une fois que l'inspectrice Bennett eut fait le lien. Il s'avéra que Michael pratiquait des arnaques similaires depuis des années, toujours sous des noms différents, toujours dans des villes différentes. Chicago n'était que la dernière étape. L'appartement, le faux emploi et même notre mariage. Tout cela faisait partie d'une longue escroquerie, mêlant charme, faux documents et usurpation d'identité. Je témoignais, calme et clair. Le juge m'écouta, le procureur aussi. Personne ne m'interrompit. Quand j'eus fini, je descendis, passai devant la table des accusés et ne regardai pas en arrière. Après l'audience, je ne me sentis pas victorieuse. Je me sentais vide, mais plus légère. Le poids se déplaçait. Non pas disparu, mais en train de changer. Ce soir-là, de retour à l'appartement d'Andrew, l'endroit que j'appelais désormais mon chez-moi, je me fis du thé, me blottis sur le canapé et ouvris mon ordinateur portable. Pour la première fois depuis des semaines, je ne consultais ni mes relevés bancaires, ni mes courriels de la police. J'ouvrais un document vierge. Je ne savais pas encore ce que j'écrivais. Peut-être un journal, peut-être une lettre à moi-même. C'était peut-être le début de quelque chose de complètement nouveau. Le curseur clignotait, patient, et je laissais venir les mots. 3 jours plus tard, je trouvai une enveloppe collée à la porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom, tracé en lettres acérées, presque furieuses. Je l'ouvris lentement, le cœur battant. À l'intérieur, un simple mot manuscrit. « Tu as tout détruit. » J'espère que ça en valait la peine. Il n'y avait pas de signature, mais je savais exactement de qui il s'agissait. J'appelai l'inspectrice Bennett. Elle envoya quelqu'un la récupérer. Je n'avais pas peur, mais j'en avais assez de laisser la peur prendre le dessus. « C'est probablement un dernier coup de force, » me dit-elle au téléphone. Une façon de te rappeler qu'il pense encore à toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il possède encore une part de ton histoire. Elle avait raison. Car cette période de ma vie, celle où je cherchais l'amour malgré le danger, où je prenais l'obsession pour de la dévotion et le silence pour de la stabilité, était révolue. Je n'étais plus cette femme qui sursautait à chaque coup de sonnette, qui doutait de son instinct ou laissait quelqu'un d'autre définir sa valeur. Je construisais quelque chose de neuf, pas seulement une maison, pas seulement une carrière, une vie. Andrew m'aidait discrètement, patiemment. Il n'essayait jamais de précipiter les choses, jamais de définir ce que nous étions. Certains jours, nous parlions de tout et de rien en riant autour d'un café. D'autres jours, je pleurais sur son épaule quand les cauchemars revenaient et il me serrait comme je le méritais. Pas comme un objet cassé, mais comme quelque chose de précieux. Un matin, je me réveillai avec l'odeur des crêpes. Je la suivis jusqu'à la cuisine et le trouvai en train de retourner la dernière, une serviette sur l'épaule, les cheveux en bataille. « Tu cuisines ?» demandai-je, malgré moi souriante. « Seulement sous un chantage émotionnel extrême », répondit-il avec un sourire. Je m'assis à table et il m'apporta une assiette sans même me demander combien j'en voulais.
Il savait, tout simplement. Et je compris que la guérison ne s'accompagne pas toujours d'une grande révélation. Parfois, elle arrive en douceur, enveloppée dans des matinées simples, des repas partagés, et la confiance, peu à peu, d'être entendue. 6 mois plus tard, j'assistais à mon premier cours à l'université locale. Psychologie 101. Je m'inscrivais à une formation de second niveau en thérapie des traumatismes. Je voulais aider celles et ceux qui avaient vécu la même chose que moi. Leur donner des mots pour des choses d'autrefois indicibles et peut-être les aider un jour à écrire leur propre fin ou leur propre début. Parfois, la trahison la plus profonde ne vient pas de nos ennemis, mais de celles et ceux qui connaissaient nos routines matinales, la forme de notre silence et notre manière de prendre le café. Et quand les personnes en qui nous avons confiance se révèlent n'être que des illusions, cela ne brise pas seulement le cœur, cela ébranle l'identité. Mais guérir ne signifie pas oublier. Il s'agit de se réapproprier son nom, sa voix, sa valeur. Maria ne s'est pas vengée en le démasquant. Elle a réussi en refusant de se rétracter, en transformant la douleur en but, en sortant de l'ombre de ce qui fut et en choisissant d'écrire une nouvelle histoire selon ses propres termes. Car parfois, survivre est la plus grande victoire, et la paix, la plus douce des justices.